Imaginez la scène, une froide matinée de novembre. Vous terminez votre tasse de café fumant, le nez à la fenêtre, observant votre jardin qui s'apprête à entrer en dormance hivernale. Il vous reste ce marc de café dans la main et soudain ce conseil populaire d'Internet vous revient en tête. Ne jetez pas ça, c'est un excellent fertilisant. Votre main s'apprête instinctivement à le verser au pied de vos rosiers adorés ou de vos hortensias. Stop. Êtes-vous certain de faire une bonne action? Et si je vous disais que ce geste anodin, effectué en novembre, pourrait non seulement être inutile, mais carrément empoisonner vos plantes et dégrader votre sol pour toute la saison prochaine? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décortiquer l'un des mythes de jardinage les plus tenaces. Vous allez découvrir la vérité choquante sur la manière dont le marc de café en fin d'automne passe du statut d'ami potentiel à celui de véritable ennemi de votre jardin. Restez jusqu'à la fin et vous comprendrez comment une simple petite erreur peut compromettre votre future récolte et la santé de vos plantes. Mais avant tout, analysons pourquoi cette croyance dans les vertus miraculeuses du marc de café est si répandue. Ces dernières années, nous tendons tous vers la consommation responsable, le zéro déchet et bien sûr le jardinage biologique. L'idée d'utiliser des déchets alimentaires pour les transformer en une ressource précieuse pour le jardin est extrêmement séduisante. Internet regorge d'articles et de courtes vidéos où des blogueurs souriants fertilisent allègrement leur culture avec les restes de leur café matinal. C'est présenté comme une méthode simple, gratuite et écologique pour nourrir les végétaux. Et en partie, c'est vrai. Le marc de café contient effectivement des éléments nutritifs intéressants. Cependant, comme on dit, le diable est dans les détails. Et en jardinage, les détails, ce sont la saisonnalité, la température, la composition du sol et les besoins spécifiques de chaque plante. Ce sont précisément ces détails qui sont omis dans la majorité des conseils populaires, transformant ce produit, a priori bénéfique, en un véritable problème, surtout lorsqu'il est appliqué pendant les mois froids, comme en novembre. Commençons donc par le mythe principal, celui qui est à la base de toute cette histoire. L'idée reçue est que le marc de café est une source d'azote prête à l'emploi, élément absolument crucial pour la croissance des plantes. Cela semble tout à fait logique, puisque dans tous les manuels d'agronomie, l'azote est présenté comme le nutriment essentiel. Mais voici le piège. L'azote contenu dans le marc de café frais est sous une forme organique, c'est-à-dire verrouillée. Les plantes ne peuvent pas l'assimiler directement. Pour que cet azote devienne accessible, le marc doit subir un processus de décomposition ou plus scientifiquement de minéralisation. Et qui s'occupe de ce processus? Exactement, les ouvriers microscopiques de notre sol, à savoir les bactéries et les champignons. Ce sont eux qui doivent digérer la matière organique et en libérer les nutriments sous une forme que les racines des plantes peuvent enfin absorber. Or, ce processus nécessite certaines conditions, dont la principale est la chaleur. En épandant du marc sur votre sol en novembre, vous donnez aux plantes un véritable coffre-fort de nutriments, mais vous omettez de leur fournir la clé pour l'ouvrir. Et cette clé, comme nous le verrons plus loin, non seulement est introuvable pendant la saison froide, mais elle pourrait même être retournée contre les plantes elles-mêmes. Intéressons-nous de plus près au marc de café. Qu'y trouve-t-on au-delà de l'azote emprisonné? Sa composition est plutôt riche. Il contient du phosphore, du potassium, du magnésium, du cuivre et d'autres oligo-éléments. C'est un véritable cocktail de bienfaits. Cependant, en plus de cela, le marc conserve d'autres substances comme les acides chlorogéniques et, bien sûr, la caféine résiduelle. Il est crucial de comprendre que le ratio de ces éléments est loin d'être celui d'un engrais idéalement équilibré. Mais le problème clé ne réside pas tant dans sa composition que dans sa disponibilité et ses effets secondaires. Par exemple, le marc de café fraîchement infusé a une réaction acide. Son indice d'acidité, ou pH, se situe généralement entre 5,5 et 6,8. Pour certaines plantes, cela peut être un avantage, mais pour la majorité, c'est une source de stress. Lorsque vous incorporez ce marc à une terre froide et dormante, ces acides ne sont pas neutralisés aussi rapidement qu'en été. Ils risquent alors de modifier localement mais très fortement l'équilibre chimique du sol juste au niveau des racines de vos plantes préférées.
C'est un peu comme donner à quelqu'un des aliments nutritifs, mais sous une forme que son estomac est incapable de digérer. Abordons maintenant l'azote, ce véritable Janus à double face dans le monde du jardinage. Comme nous l'avons déjà établi, il est bien présent dans le marc de café, mais sous une forme liée ou immobilisée. Pour qu'il soit libéré, les micro-organismes du sol doivent se mettre activement au travail. Or, pour leur propre activité, pour leur survie, ces organismes ont besoin d'azote, et ce, sous une forme minérale et facilement assimilable. Et c'est là que commence le phénomène le plus intéressant, celui que les agronomes appellent la faim d'azote ou déficience azotée. Lorsque vous apportez une grande quantité de matière organique fraîche et particulièrement riche en carbone, comme le marc de café, dans un sol froid, les microbes qui s'éveillent brièvement commencent à la décomposer. Cette tâche leur demande de l'énergie, et pour la mener à bien, ils se mettent à siphonner l'azote déjà disponible dans le sol. Autrement dit, au lieu de fournir de l'azote à vos plantes, le marc de café, ou plus précisément le processus de sa décomposition, commence à le voler des réserves du sol. Les plantes, qui sont déjà en état de dormance, se retrouvent privées des dernières miettes nutritives qui leur étaient accessibles. C'est un véritable paradoxe. Vous apportez un engrais censé être azoté, mais vous provoquez, au final, une carence en azote chez vos cultures. C'est une situation particulièrement dangereuse pour les jeunes pousses ou les plantes déjà affaiblies. Et voici le facteur clé, le mois de novembre. Que se passe-t-il dans le sol à cette période? La terre se refroidit. Dans la majorité des régions, la température du sol chute sous la barre des 10, voire même des 5 degrés Celsius. L'activité biologique du sol est quasiment à l'arrêt. Les micro-organismes, nos précieux petits assistants, entrent en anabiose ou, pour faire simple, en hibernation. Ils ne meurent pas, mais leur métabolisme ralentit par 10, voire par 100. Le processus de décomposition de la matière organique, qui prend quelques semaines en été, s'étale sur de nombreux mois en automne et en hiver, quand il ne s'arrête pas purement et simplement jusqu'au redoux printanier. C'est pourquoi, lorsque vous déposez du marc de café sur une terre froide de novembre, vous ne faites en substance que le conserver jusqu'au printemps. Il n'y a aucune fertilisation en temps réel. Le marc repose simplement comme un poids mort à la surface ou dans la couche supérieure du sol, en attendant son heure. Et pendant cette longue attente, il a le temps de causer pas mal de dégâts, dont nous allons parler maintenant. C'est un peu comme mettre de la nourriture dans un réfrigérateur éteint. Elle ne se conservera pas, elle va commencer à se gâter. Imaginons ces fameux microbes du sol. C'est une véritable armée composée de milliards de bactéries, de champignons et d'actinomycètes. Durant l'été, dans un sol chaud et humide, ils opèrent comme une usine parfaitement rodée, spécialisée dans le recyclage de la matière organique. Ils consomment racines mortes, feuilles tombées, et oui, même votre marc de café, transformant le tout en précieux humus et en nutriments facilement assimilables. Mais dès que la température du sol chute en dessous de 5 degrés, cette usine se met à l'arrêt. Les ouvriers prennent leur congé jusqu'au printemps. Votre marc de café, riche en carbone et en composés acides, reste alors là, sans surveillance. Il n'est ni décomposé, ni intégré à la structure du sol. Il persiste simplement comme un corps étranger. Lors des rares journées chaudes, seuls les micro-organismes les plus résistants tenteront de se remettre au travail. Mais ils n'auront pas l'énergie suffisante pour un processus complet. Ils ne feront que grignoter le marc, épuisant au passage les dernières traces d'azote disponibles dans le sol avant de se rendormir. Le résultat, au lieu d'un bénéfice, vous ne faites que créer un problème latent qui se manifestera pleinement au printemps. Bon, nous avons déjà abordé le concept de faim d'azote. Penchons-nous plus en détail sur ce mécanisme fondamental car il est absolument clé. Le rapport carbone-azote, ou CN, est l'indicateur crucial pour toute matière organique. Dans le marc de café, ce ratio est d'environ 20:1, c'est-à-dire que pour 20 unités de carbone, vous n'avez qu'une seule unité d'azote. Or, pour que la décomposition par les microbes soit rapide et efficace, il leur faut un rapport avoisinant les 30:1. A priori, on pourrait se dire que la situation n'est pas si catastrophique. Cependant,
Le problème réside dans le fait que le carbone contenu dans le marc est extrêmement biodisponible, tandis que l'azote, lui, ne l'est pas. Pour pouvoir métaboliser ce carbone abondant, les micro-organismes ont donc un besoin urgent d'azote facilement assimilable, un azote qui n'existe pas dans le marc de café. Ils commencent alors à le chercher aux alentours, c'est-à-dire dans le sol. Ils vont littéralement siphonner l'azote minéral qui était normalement réservé à la croissance des plantes. En été, lorsque l'activité biologique bat son plein, cet effet reste temporaire. Les microbes se multiplient rapidement, meurent à leur tour, et l'azote est alors restitué au sol. Mais en novembre, quand le froid s'installe, ce processus devient unilatéral. Les microbes prélèvent l'azote sans le restituer, car leur cycle de vie est au ralenti, voire stoppé. Résultat, au printemps, lorsque les plantes se réveillent et ont un besoin critique d'azote pour démarrer leur croissance, elles se retrouvent face à un véritable désert stérile autour de leurs racines. Abordons maintenant la question de l'acidité. Ce paramètre est absolument crucial pour la santé de vos plantes. La plupart des cultures de jardin préfèrent un sol neutre ou légèrement acide, avec un pH variant de 6 à 7. La mare de café frais, rappelons-le, a une réaction acide. Lorsque vous l'ajoutez en été, dans un sol biologiquement actif, cet effet acide est rapidement neutralisé. Les systèmes tampons du sol, l'activité des micro-organismes et l'arrosage, souvent par l'eau de pluie, ramènent rapidement le pH à la normale. Mais en novembre, la situation est tout autre. Le sol est en dormance, les pluies se raréfient et sont souvent remplacées par la neige. L'acidité que vous apportez reste alors concentrée dans la couche superficielle du sol. Elle n'est ni neutralisée ni lessivée. Pendant le long hiver, sous la couverture neigeuse, cette acidité peut modifier gravement et durablement la composition chimique du sol autour des racines. Pour les plantes sensibles à l'acidité, cela peut être fatal. Au printemps, elles seront tout simplement incapables d'absorber les nutriments nécessaires dans ce type de sol, même si ces éléments sont présents. C'est ce qu'on appelle le blocage nutritionnel. La plante meurt de faim au milieu de l'abondance, simplement parce que les conditions chimiques ne lui permettent pas, métaphoriquement, d'ouvrir la bouche pour se nourrir. Alors, quelles plantes seront les premières à subir les conséquences d'une telle acidification automnale? En premier lieu, ce sont celles qu'on appelle les plantes calcicoles, c'est-à-dire celles qui privilégient un sol alcalin ou neutre. Les exemples typiques incluent les clématites, la lavande et la majorité des arbres fruitiers à noyaux, tels que les cerisiers ou les pruniers. Pour ces espèces, un simple décalage du pH vers l'acidité provoque un stress considérable. Leur système racinaire fonctionne moins bien, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies. Au potager, le chou, la betterave et l'oignon affichent la même préférence pour les terres neutres. Si vous avez épandu une substance acidifiante sur vos parcelles, en vue de la saison prochaine, vous risquez d'obtenir au printemps des semis anémiques et chétifs, ou pire, aucune levée. Même les rosiers, qui sont pourtant capables de tolérer une légère acidité, n'apprécieront pas ce changement d'équilibre chimique si brusque et si malvenu juste avant l'entrée en dormance. Vous vouliez bien faire, mais vous avez en réalité créé des conditions insupportables pour leur démarrage printanier, en posant une véritable bombe à retardement sous leurs racines. Mais il existe des plantes qui adorent les sols acides, s'exclamera le jardinier averti, et il aura parfaitement raison. Hortensias, rhododendrons, azalées, myrtilles, conifères. Toutes ces plantes se développent merveilleusement bien dans un environnement acide. On pourrait croire que pour elles, le marc de café déposé en novembre serait une véritable aubaine. Mais, même dans ce cas, ce n'est pas si simple. Certes, l'acidité ne leur fera aucun mal. Cependant, les autres facteurs négatifs, eux, subsistent. Premièrement, le problème de la fin d'azote est tout aussi valable pour ces espèces. Au printemps, elles auront besoin d'azote assimilable pour leur croissance, et le marc, en se décomposant, va le capter à leur détriment. Deuxièmement, il y a un autre problème sérieux que nous allons aborder, le compactage physique du sol.
Même pour les plantes acidophiles, une couche de marc de café tassée à la surface peut engendrer plus de désagréments que de bénéfices dus à son effet acidifiant. De plus, il est fondamentalement inopportun d'apporter tout type de fertilisant en novembre. Les plantes se préparent déjà à la dormance, leur métabolisme ralentit, et toute stimulation à ce stade est inappropriée. Il est préférable de les fertiliser avec des engrais d'automne spécifiques en septembre ou début octobre et de réaliser l'acidification du sol au printemps lorsque la plante est en pleine végétation active. Attaquons-nous maintenant à la physique du phénomène. Le marc de café est constitué de particules extrêmement fines. Lorsque vous l'étalez sur la surface du sol, surtout si vous en mettez une couche épaisse, voici ce qui se passe. Dès la première pluie ou la fonte des neiges, ces particules s'agglomèrent et forment une croûte dense, presque totalement imperméable à l'eau. L'effet est très similaire à la façon dont la vase ou la boue sèche au fond d'une flaque asséchée. Cette croûte devient alors une véritable barrière entre le sol et l'atmosphère. Non seulement elle empêche l'eau de passer, mais, chose encore plus critique, elle bloque l'air. Les racines des plantes, comme nous, ont absolument besoin d'oxygène pour respirer. Or, sous cette carapace de marc de café, les échanges gazeux cessent. Le sol commence littéralement à s'asphyxier. Ce phénomène est particulièrement dangereux lors des redoux hivernaux. L'eau formée par la fonte des neiges ne peut pas s'infiltrer dans le sol à cause de cette croûte. Résultat, les racines des plantes se retrouvent baignées dans une eau glacée, sans aucun apport d'oxygène. Cela entraîne leur pourrissement et, finalement, leur mort. Au printemps, vous risquez de découvrir que votre plante, qui avait pourtant parfaitement hiverné, a subitement péri. La cause, cette alimentation apparemment inoffensive que vous lui avez donnée. Poursuivons le sujet de l'asphyxie. Cette croûte dense de marc de café pose un sérieux problème, non seulement aux plantes déjà en place, mais surtout aux futures pousses. Si vous avez recouvert une parcelle où vous comptez semer au printemps, carottes ou persil par exemple, vous venez de leur ériger une barrière infranchissable. Les jeunes pousses tendres auront un mal fou à se frayer un chemin à travers cette couche dense et solidifiée. Le taux de germination des semences risque alors de chuter considérablement. Par ailleurs, cette croûte entrave le travail normal des vers de terre et des autres habitants du sol, essentiels à la bonne aération et à la structure de la terre. Les vers ne parviennent pas à traiter une couche aussi compacte et se réfugient plus profondément, privant la couche supérieure de leur galerie et de leurs précieux excréments. Résultat, au lieu d'améliorer la structure du sol, comme le ferait de la vraie matière organique telle que le compost, vous l'endommagez. Vous transformez une terre meuble et vivante en une masse compacte et inerte, et il faudra beaucoup de temps et d'énergie pour la remettre sur pied. Mais qu'en est-il de la caféine ? Beaucoup de gens s'imaginent que puisque la caféine a un effet stimulant sur les humains, elle agit de la même manière sur les plantes, comme une boisson énergisante. C'est une énorme erreur. Dans le monde végétal, la caféine fonctionne de manière totalement différente. C'est un produit chimique allélopathique. Pour parler simplement, c'est une substance que certaines plantes libèrent pour inhiber la croissance de leurs concurrents. Le caféier utilise la caféine précisément dans ce but, empêcher toute autre pousse de se développer sous son feuillage et de lui voler l'eau et les nutriments. Même s'il ne reste pas beaucoup de caféine dans le marc de café usagé, sa concentration peut encore suffire à ralentir, voire à stopper complètement, la germination des graines et le développement des jeunes plants. C'est ce qu'on appelle l'effet inhibiteur. En versant ce marc sur vos plates-bandes, vous l'aspergez en réalité d'un herbicide naturel à faible concentration. Pour une plante adulte et robuste, l'effet est imperceptible. Mais pour les jeunes semis ou les graines fraîchement plantées, cela peut devenir une condamnation à mort. L'idée de donner un coup de boost à vos plantes avec du café est donc l'une des plus mauvaises pratiques de jardinage. Mais il y a aussi un revers de la médaille, et il est plutôt déplaisant. Une masse organique humide et nutritive déposée sur un sol froid, c'est l'environnement idéal pour le développement de moisissures diverses et de champignons pathogènes. En été, sous le soleil, cette matière sèche rapidement, ce qui rend le problème moins préoccupant.
mais en novembre, lorsqu'il fait froid et humide, elle peut rester gorgée d'eau pendant des semaines. Elle devient alors un terrain de prédilection pour une grande variété de moisissures, allant du vert inoffensif à la désagréable pourriture grise. Ces champignons ne sont pas seulement inesthétiques, ils risquent de se propager vers la base des tiges de vos plantes et de provoquer leur pourrissement. Les plantes vivaces qui hivernent avec une rosette de feuilles, comme les fraisiers ou les heuchères, sont particulièrement vulnérables. Laisser cette couche de matière moisie s'accumuler autour de leur collet est un moyen presque garanti de perdre la plante durant l'hiver. Vous créez un véritable incubateur de maladies juste au pied de vos végétaux. Au lieu d'en tirer un quelconque bénéfice, vous obtenez un foyer d'infection qui n'attendra que les premières fontes printanières pour commencer son travail destructeur. Au-delà des champignons microscopiques, votre amendement à base de café peut aussi attirer des hôtes indésirables de plus grande taille. L'odeur de la matière organique en décomposition est particulièrement alléchante pour certains ravageurs qui sont à la recherche d'un site d'hivernage ou d'une source de nourriture. Par exemple, cette sorte de mini-foyer de compost peut devenir le lieu de résidence idéal pour les larves de scie aride, également appelées moucherons de terreau. Bien qu'elles soient surtout néfastes pour les plantes d'intérieur, elles ne sont absolument pas souhaitables au jardin non plus. De plus, l'environnement humide et dense créé par la couche de marc peut se transformer en un parfait abri hivernal pour les limaces et leurs œufs. Dès que les températures se radouciront au printemps, vous aurez une véritable armée de nuisibles affamés, installés juste au pied de vos plantations les plus fragiles. Il existe également des témoignages selon lesquels l'odeur du café peut attirer les rongeurs. Ce n'est certes pas leur alimentation principale, mais en cherchant de la nourriture, ils risquent de bouleverser vos plates-bandes et d'endommager les racines de vos cultures. Ainsi, en essayant de vous débarrasser d'un seul ennemi, à savoir le manque de nutriments, vous risquez d'inviter dans votre jardin tout un bataillon de nuisibles bien réels. Alors, doit-on considérer le marc de café comme un poison absolu, bon à jeter sans attendre? Absolument pas. Il reste une ressource organique d'une valeur inestimable. Il suffit de savoir l'utiliser correctement. Et la méthode la plus appropriée, la plus sûre et la plus efficace, c'est le compostage. Au lieu de répandre directement le marc sur les parcelles, dirigez-le vers le tas ou le bac à compost. C'est là, mélangé à d'autres déchets organiques, qu'il passera par toutes les étapes nécessaires de décomposition, dans des conditions parfaitement contrôlées. Une fois au compost, tous ses défauts se transforment en qualité. Son acidité sera équilibrée par d'autres composants plus alcalins. Sa structure, plutôt dense, sera aérée par des matériaux plus grossiers, comme les feuilles mortes ou la paille. L'azote qu'il contient se libérera lentement et de manière appropriée pour s'accumuler dans le compost final. Le processus de compostage détruira d'ailleurs tous les pathogènes potentiels et les graines de mauvaises herbes. Au bout du compte, vous ne vous retrouverez pas avec un produit source de problèmes, mais avec un amendement de première classe, équilibré et vivant, l'humus. Il améliorera réellement la qualité de votre sol et nourrira vos plantes sans aucun effet secondaire indésirable. Voyons brièvement comment composter correctement le marc de café. Dans le compostage, l'équilibre entre les matières dites vertes et brunes est essentiel. Les vertes sont les composants riches en azote. On y trouve la tonte de gazon, les restes alimentaires et bien sûr notre marc de café. Quant aux brunes, ce sont les matériaux riches en carbone, feuilles mortes, paille, sciure, carton ou papier. Le ratio idéal est d'environ 1 part de matière verte pour 2 à 3 parts de brune. Ainsi, lorsque vous versez un seau de marc de café dans le compost, pensez à le recouvrir de 2 ou 3 seaux de feuilles mortes sèches. Ceci garantit la bonne structure du compost. Il ne sera pas compact et sera bien aéré. Cette approche assure que les micro-organismes disposeront d'une nutrition équilibrée et travailleront de manière optimale, transformant vos déchets en or noir pour le jardin. Dès le printemps ou dans un an, vous pourrez intégrer à votre sol un compost prêt à l'emploi, sûr et incroyablement bénéfique, où votre marc de café aura joué un rôle essentiel. Existe-t-il la moindre exception à cette règle?
Peut-on utiliser le marc de café au jardin, même en novembre? Disons que si l'envie est vraiment pressante, oui, mais sous d'énormes réserves. La seule manière relativement sécuritaire, c'est de l'utiliser comme une couche de paillis extrêmement fine, presque une simple poudre, uniquement sur les parcelles vides, loin des plantes vivaces. Cette couche doit être si mince, 1 ou 2 millimètres au maximum, qu'elle ne risque pas de former une croûte solide. Ensuite, il est impératif de l'incorporer légèrement à la surface du sol avec un râteau en le mélangeant bien à la terre. Cela permet d'éviter la formation de cette fameuse croûte et accélérera légèrement son intégration au printemps. Mais même ainsi, l'utilité d'une telle manipulation en novembre sera pratiquement nulle et les risques, bien que minimes, persistent. Franchement, l'effort n'en vaut pas la peine. Vous rendrez un bien meilleur service à votre jardin en mettant tout simplement ce marc au compost. C'est typiquement le cas où le mieux est l'ennemi du bien. La solution simple et éprouvée est bien plus efficace que les expérimentations douteuses. Si vous n'avez pas de composteur et que vous ne savez pas quoi faire de votre marc de café, il existe une bien meilleure alternative pour l'utiliser, surtout en cette période de l'année, vos plantes d'intérieur. Contrairement au jardin, la maison est toujours chaude. Cela signifie que les micro-organismes dans les pots sont actifs et peuvent facilement décomposer une petite quantité de matière organique. Attention, il y a des règles à respecter. Ne jamais saupoudrer le marc de café en couche épaisse à la surface du terreau. Vous vous retrouveriez immédiatement avec les mêmes problèmes, moisissures et moucherons, les fameux cyarides. La meilleure façon de procéder est d'incorporer une petite quantité de marc de café, bien séché au substrat, en le mélangeant soigneusement au terreau principal au moment du rempotage. Une autre option consiste à préparer un engrais liquide. Faites infuser une petite quantité de marc dans de l'eau pendant 1 ou 2 jours. Utilisez ensuite cette infusion pour arroser vos plantes. Cependant, cette opération ne doit pas être fréquente, 1 fois par mois ou toutes les 6 semaines grand maximum. De plus, réservez cette méthode uniquement aux plantes qui apprécient les sols acides, comme les azalées ou les violettes africaines. Pour la plupart des autres plantes d'intérieur, cet apport sera plus nocif qu'utile. Terminons en abordant un autre mythe très répandu concernant le marc de café. On entend souvent dire que c'est un excellent répulsif contre les limaces et les escargots. La théorie voudrait que sa structure abrasive blesse leur corps délicat et que la caféine les repousse. En pratique, l'efficacité est extrêmement limitée. Pour créer une barrière vraiment infranchissable pour une limace, il faudrait une couche de marc de café sec très large et très épaisse. Or, dès qu'il est humidifié par la pluie ou la rosée, ce qui, dans notre climat, arrive constamment, il perd ses propriétés abrasives et ne représente plus aucune menace pour les limaces. Pire encore, comme nous l'avons déjà mentionné, le marc humide crée au contraire un environnement confortable et idéalement moite pour elles. Quant à la caféine, oui, à de fortes concentrations, elle est toxique pour ces petites bêtes. Cependant, dans le marc de café usagé, sa concentration est beaucoup trop faible pour avoir un réel effet répulsif. Il ne faut donc malheureusement pas compter sur le marc de café comme solution efficace anti-limaces. Il existe des méthodes beaucoup plus fiables et éprouvées pour lutter contre ces nuisibles. Alors, quel est le verdict final? Que se passe-t-il si l'on applique du marc de café au sol en novembre? Au mieux, il ne se passera rien. Il restera là, inerte jusqu'au printemps. Au pire, et c'est le scénario le plus probable, vous vous exposez à une cascade de problèmes. Vous allez provoquer une faim d'azote chez vos plantes, acidifier le sol et créer une croûte dense et imperméable à l'air en surface. Cette croûte empêche les racines de respirer et d'absorber l'eau. De plus, vous risquez de créer les conditions parfaites pour le développement des moisissures et des champignons pathogènes, tout en attirant des nuisibles indésirables dans votre jardin. Les bénéfices de ce type de engrais en période froide sont quasi nuls, tandis que le préjudice potentiel est très important. Le marc de café n'est pas un engrais à proprement parler. C'est un composant organique qui doit absolument passer par un processus de compostage avant de pouvoir bénéficier réellement au sol et aux végétaux. Et novembre est la pire période pour introduire de la matière organique fraîche et non traitée au jardin. Alors, quel est le principal enseignement à retenir de tout ceci?
Le secret le plus important du jardinage, ce n'est pas seulement ce que semble on utilise, mais surtout quand et comment on le fait. Le marc de café est l'exemple parfait d'une ressource précieuse qui, si elle est mal utilisée ou appliquée au mauvais moment, peut passer du statut de remède à celui de poison. Retenez cette vérité simple. Durant la saison froide, et particulièrement en novembre, le sol est en dormance. La meilleure chose à faire pour lui, c'est de le laisser tranquille, de ne pas essayer de le nourrir de force avec quelque chose qu'il ne peut pas assimiler. Au lieu de vider ce marc au pied de vos arbustes, envoyez-le au compost. C'est là, dans le cœur chaud et humide de votre tas, qu'il va opérer sa transformation magique et devenir un fertilisant vraiment précieux et sécuritaire pour la saison prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle préservera votre jardin d'erreurs qui peuvent sembler anodines, mais qui sont pourtant très sérieuses. Si cette démystification vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quels autres conseils ou tips de jardinage populaire suscitent votre scepticisme? Partagez vos réflexions et vos anecdotes dans les commentaires et discutons-en ensemble.